Je propose maintenant d'ouvrir le débat. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, présentez-vous et dites-nous à qui vous vous adressez. Voilà. Hi, it's a question for Gerhard and for Christian, because I found it very interesting in relation to the last two presentations. Both of your presentations insisted on how actors develop forms of reflexivity, an ability to think about their own situation. I'm very interested because it's so similar to the garage sector in the case of small and medium enterprises in aerospace. But by the same token, IG Metall and this reflexivity, what is it that prompts it? What is it that prompts it? How do you develop this reflexivity that allows actors? Is it automatic, or were there specific gestures taken? And maybe it's a little more, you can see it in the IG Metall because it can be top down, but in the small and medium enterprises, it's not. So it's all the more interesting. Y a-t-il d'autres questions? On va en prendre 2, 3 avant de demander aux intervenants de faire leurs commentaires. I have a question for about garages. Is in the United States, it seems similar that you have many very, very small garages. Some are owner operator. I have a friend who just worked on my Subaru. I had to put a lot of money into it. And it was interesting because he used to work for a garage where he was considered an employee, but now he works as an independent contractor. So he's essentially like an employee, but he rents out the space in the garage. And then there's a surcharge when I paid all my money for my Subaru for him to work on it. And I wonder, is that the same, or you have kind of a mixture in France of some that are, bona fide employees and some that are independent contractors, or? Perhaps one more question or comment? Mon nom est Gilles Trudeau de l'Université de Montréal. Il me semble avoir entendu deux histoires complètement différentes, ou deux rapports complètement différents d'une même réalité de la réparation automobile et des acteurs qui interviennent. Et une histoire nord-américaine, une histoire plus européenne ou française, mais ce sont les mêmes véhicules essentiellement, puis sensiblement les mêmes acteurs. Et je me demande si ces deux histoires sont conciliables ou pas. Et si c'est pas juste ici la numérisation qui est à la base de notre réflexion n'amènera pas finalement ces deux histoires à devenir une même. Et je prends un cas concret que j'entends dans les médias, là, je le vis pas, mais prenons la voiture Tesla, là, cette voiture de l'avenir qui sera sans conducteur sous peu et qui circule sur nos routes et qui éventuellement va Tesla ou autre du même genre, là, ce sera la voiture qui sera vendue. Donc, le parc automobile sera composé de ce type de voiture-là qui, si elle casse sur le bord de l'autoroute, sera prise en charge, à ce que je comprends, par le producteur, ou du moins ses satellites, qui pourront poser un diagnostic à distance et même faire une réparation à distance sur la voiture. Et là, Grégard, son équipe, parlait de l'enjeu de la propriété intellectuelle, des mécanismes d'intervention sur la voiture. Quand cette voiture-là de l'avenir sera celle qui composera nos parcs automobiles, est-ce qu'il va demeurer, et la numérisation de la technologie joue un rôle central, il me semble, est-ce qu'il restera de la place
pour cette narration qui me semble plus traditionnelle et encore être ce que moi je constate être le cas ici là, du secteur de la réparation. Mais est-ce que, à terme, ces acteurs artisanaux traditionnels vont pouvoir survivre? Est-ce qu'il n'y a pas dans la numérisation de la technologie et ses conséquences un déterminisme qui est inévitable finalement? Oui, j'ai le microphone ici. Yeah, the reflexivity, it's, I mean, the whole conference here is on experiments, and I think an experiment requires reflection, otherwise it is not, you cannot learn from the experiment. The project I was talking about, there was built in this reflectivity in different forms. We had joint workshops with researchers, consultants, and the unions involved on the whole process, and a few in between. And this company map was in the end not the same as in the beginning, because there were new issues added, etc. I don't want to go into details. And the second point is the participation of the employees at the beginning was not generally organized. The idea was the works councillors should be the experts, but then one realized that they were not works councillors from all departments, so the employees had to be integrated, and suddenly it became quite clear that the employees are really experts of their workplace. They often know much more than the works council and the management knows, also on the problems of new technologies and the difficulties to how to cope with them. So the integration of, or the participation of the employees really evolved during this project, and then there takes place a mutual learning across companies. Now we have these 9 future agreements, and they are quite similar because the unions is organizing them. And there are also interesting details which for specialists on the German dual system might be interesting, because suddenly we have firm agreements which are signed by the works councillors, the union, and the employers, which is, there's no legal it's not no legal provision for this kind of agreement where suddenly unions and works councillors are signing for this agreement. So it's an evolving process. But what is really important is at the company level you cannot develop a new narrative on Industry 4.0 because the development is so asynchronous. It's at the beginning in some companies, in other companies they are setting up a greenfield company where all processes are reorganized, or in other companies the business model is changing. So the reality of today are not the big prognosis of the technological revolution, which you find in all the books on. The reality is a very deep asynchronity between in the development, and also all the future themes, in which is a lot of written in many books. They are not showing up in the companies. There are small changes, and what we have now in German trade unions, we have very parallel discussions. For example, in the modernization of vocational training unions are also involved, and they said, well, we cannot modernize our occupations let's say, so that they are future-proof for the next 20 years. This is impossible. We don't know what is going to happen in 5 years. So what we do, they use agile methods. This means step-by-step improvement or modernization. And this is adequate because this corresponds to the reality. And we have
what I really learned, we have to come down from the hype on the new technology to the reality of the changes in the companies, which is completely different. And I think your paper shows this quite clearly as well. Yeah. Yeah, please. Je peux? Oui, vas-y. Okay. Merci pour la question, Grégoire. Ça permet de développer un peu. Je dirais qu'il y a une réponse à la fois qui est liée à la restructuration de la chaîne de valeur et qui est liée aussi aux transformations institutionnelles. Depuis à peu près le début des années 2000, il y a eu des pressions de plus en plus fortes des donneurs d'ordre sur les fournisseurs et sur les PME pour partager les risques, pour faire de plus en plus de recherche et développement, pour devenir des intégrateurs. Même on leur demande presque de devenir des mini-multinationales et de pouvoir s'insérer dans d'autres espaces. Et il y a des pressions sur les coûts. Ça s'est traduit par une réduction, ça se traduit en fait dans les faits par une réduction du nombre de fournisseurs. Et donc, ils étaient dans une situation de vulnérabilité par rapport aux donneurs d'ordre. Ça, c'est un premier élément, donc, qui est lié à la restructuration de la chaîne de valeur, qui les a amenés donc à réfléchir. Le deuxième, c'est plutôt une réponse institutionnelle, et j'ai pas pu le dire tantôt. Auparavant, il y avait une association des petites et moyennes entreprises dans le secteur de l'aérospatial. Avec la création d'Aéro-Montréal, les PME ont été intégrées à l'intérieur de le grand parapluie, et donc ils ont perdu leur voix. Ils n'avaient plus de voix institutionnelle, où avant ils pouvaient se réunir, il y avait une manière de pouvoir intervenir, et là ils devenaient, je dirais, mêlés à l'intérieur d'un océan d'acteurs, et donc ça s'est traduit, ça a renforcé encore plus leur vulnérabilité par rapport aux donneurs d'ordre, donc ils étaient dans une position de faiblesse dans la chaîne de valeur, puis aussi au plan institutionnel pour faire valoir leur voix. Et donc, cette nécessité-là de commencer à agir collectivement, c'est venu de cette volonté de vouloir augmenter leur capacité d'action collective à ces deux niveaux-là, au niveau de la chaîne de valeur, puis au niveau des institutions. Je pense que c'est ça qui a amené les PME à réagir et à essayer de se concerter les unes avec les autres. Oui. Sur la question de la diversité des acteurs, je pense que j'ai essayé de dire ça, mais il y a au fond une diversité qui permet de requalifier le besoin technique et de requalifier le besoin du client. Et que le cœur de la diversité des acteurs renvoie à cette très grande variété de normes qu'on applique aux véhicules et à la manière dont il convient de le réparer, avec une remise en cause par la réparation indépendante des préconisations constructeurs, et ça renvoie également, sur un plan plus commercial, à une manière d'enrichir la vision des clientèles en disant tout le monde n'a pas acheté une voiture neuve, hein, tout le monde n'en fait pas le même usage, hein, et par conséquent, il faut faire du 3 poids, 15 mesures dans ce secteur-là, hein, et c'est ça qui fait que un peu partout dans le monde, on va avoir cette très grande variété des paysages. Hein, et donc de ça, il est difficile de s'extraire. Alors ça répond en partie à votre question parce que les voitures, même connectées, même plus techno, elles vont vieillir. Elles vont passer par le marché de l'occasion. Et aller chez Tesla, quand j'aurai ma S que j'aurai achetée à 5 000 €, ce sera pas mon avantage. Hein, et du coup, il y aura effectivement des offres alternatives à celles de Tesla pour m'éviter de payer le service de l'autre fou furieux de Elon Musk, si vous voulez. Hein, donc, si vous voulez, il n'y a pas tellement de raisons que la résistance à l'éviction et les ressorts de cette résistance à l'éviction, qui ont si bien fonctionné. Alors, j'ai cité l'épisode électronique, mais il y a un autre épisode majeur dans l'histoire de la réparation automobile qui a été le diagnostic. Hein, quand il s'est agi d'utiliser les nouveaux outils diagnostiques qui permettaient de traiter les calculateurs et de s'intégrer dans ce système, dans cette espèce de mini Airbus qui est maintenant une voiture, on a dit que les petits garages allaient mourir aussi. Alors là, il faut quand même retenir que, ils sont capables de se mobiliser collectivement pour aller devant les autorités de la concurrence, éviter que le paysage ne devienne monopolistique. Hein, c'est un épisode qu'on est en train de vivre à Bruxelles, où tout est fait pour éviter que la conception de véhicules connectés promue par les constructeurs ne soit celle que le législateur retiendra, pour réserver une place à ces acteurs-là. Et pour permettre de se connecter non pas seulement à la plateforme du constructeur, mais aussi à la plateforme de votre assureur. Donc là, eux, ils vont faire le forcing pour que ce soit possible, et puis éventuellement votre garagiste tout court. Hein, donc moi, je travaille effectivement sur des expérimentations où la connexion se fait avec le garage.
relation numérique de proximité, pour qu'il puisse faire sur un mode numérique ce qu'il a fait jusqu'ici, c'est-à-dire requalifier le besoin du véhicule. Quand est-ce que je déclenche l'alarme? Comment je calibre mon outil de diagnostic à distance? Si je suis constructeur, je vais le faire en fonction d'exigences qui sont là. Si je traite un ménage rural qui a acheté sa voiture 3 000 €, il vaut mieux que je le mette là, parce que sinon sa voiture elle va hurler en permanence, parce qu'il n'a pas l'argent pour la remettre au niveau. Donc la réalité de ces business-là, elle est là, et c'est ça qu'il faut numériser, si vous voulez. Et on ne pourra pas numériser cela en faisant confiance aux constructeurs qui ont une vision du marché et des véhicules qui est complètement décalée par rapport à la réalité. Et donc, évidemment, dès lors que les artisans subsistent, dès lors qu'ils font 40 points, 50 points de part de marché, vous avez des équipementiers, vous avez des éditeurs de logiciels, vous avez des équipementiers de garage qui viennent les épauler dans leur travail qui consiste à rester présent dans le jeu. Et le marché, c'est pas un marché, enfin c'est pas Flickstein, quoi, si vous voulez. C'est pas un marché où vous avez un acteur dominant qui fait le jeu et puis les petits qui, vous avez une vraie bagarre pour savoir comment on va qualifier le consommateur et ses besoins. Et cette bataille-là, les constructeurs ne l'ont jamais gagnée. Il y a une historienne américaine qui s'appelle Sally Clark qui a fait un travail sur les procès qu'on a eus entre 1900 et 1915 dans le territoire américain et qui montre que les constructeurs se défaussent sur leur réseau dès les années 1910. Parce qu'ils sont mauvais techniquement et qu'ils préfèrent que ce soit les concessionnaires qui prennent des procès plutôt qu'eux. Et donc ça, c'est cette histoire-là que moi je crois capitale, si vous voulez. Donc la dynamique des acteurs, Mathieu? Alors je vais abonder dans le même sens sur la dynamique des acteurs et sur le déterminisme technologique. Je pense qu'il y a une géométrie variable à avoir en fonction de la réalité des régions aussi, puis de la réalité des acteurs. Ce qu'on a pu voir aussi, notamment au niveau de la carrosserie, c'est cette capacité à remobiliser la technologie pour inverser le rapport de force par rapport aux constructeurs et la capacité aussi de remobiliser de la formation, qui est l'outil que Bernard décrivait, et je pense qu'on va abonder dans le même sens aussi lorsqu'on va aller plus loin dans le projet, la capacité de requalifier, mais une requalification adaptée à la réalité d'un territoire. Et c'est là où ça m'en vient à mon troisième point, c'est la capacité d'enraciner les acteurs dans leur territoire. Et on l'a vu dans d'autres recherches aussi, puis Christian parlait avec l'aérospatial, c'est aussi l'écosystème d'acteurs qui permet d'adapter le besoin technologique par rapport à la réalité d'un territoire. On ne parlera pas d'une Tesla connectée à Gaspé qui a une capacité de revenir à Montréal. Il faut adapter aussi le marché par rapport à la réalité territoriale. Et la limite qu'on y voit, par contre, c'est les ressources. Et on en parlait au début avec les ressources stratégiques et comment arriver à contrebalancer les ressources qui sont stratégiques en termes financiers et en termes de ressources humaines dans les gros joueurs de l'industrie versus certains garages indépendants qui ont 0 employés et qui doivent eux-mêmes être en capacité à se rehausser techniquement, financièrement pour aller acheter, acquérir du matériel qui leur permettra de faire cette transition numérique. Donc il y a une question de fracture digitale à questionner, une fracture régionale aussi par rapport aux centres urbains et aux régions éloignées sur lesquelles il faut regarder ce déterminisme technologique parce qu'il y aura une géométrie variable d'adaptabilité. Moi, j'ajouterais quand même que techniquement, le temps d'adaptation est relativement long parce que les parcs sont très très inertes, si vous voulez. Je crois que, en réponse à la question de Gilles Trudeau, les deux scénarios ne sont pas si contrastés. Je pense que Mathieu l'a souligné. C'est ce qu'il faut voir, et je pense qu'on peut l'affirmer parce que c'est au regard des acteurs que nous rencontrons que la numérisation représente, encore une fois, on est d'accord, un nouveau défi, mais un défi qui voit comme étant plus imposant que c'est ce qu'ils avaient déjà connu. Alors, ils ont moins de confiance par rapport à leur capacité intérieure de résister à cette nouvelle vague, mais le scénario est exactement celui que vous décrivez et envoyé dans nos constats initiaux. Ce sont des jeux de pouvoir qui se jouent. Il n'y a pas de surdéterminisme de contrôle de la part des constructeurs, mais tout le monde reconnaît qu'il y a un avantage aux constructeurs cette fois-ci en raison de la numérisation qui voit comme étant supérieur au passé.
Et une des raisons, et je pense que c'est un point de comparaison assez intéressant, et c'est un point de comparaison aussi avec l'Allemagne, c'est la question de la confiance que nous pouvons avoir à l'égard de l'écosystème de formation comme étant à la faveur de ce secteur indépendant de services auto. Parce que nos interlocuteurs ici au Québec, que nous regardons, ont très peu confiance dans leur système. Leur système est extrêmement fragile. Et peut-être c'est un contraste intéressant avec l'Allemagne ou avec la France, où le système de formation professionnelle et sa capacité à y répondre est plus robuste. Ça, c'est à voir. Mais c'est ce qu'on peut voir. Nos interlocuteurs trouvent le système de vocation professionnelle, de formation professionnelle au Québec, au moins dans ce secteur-là, ça fait pitié. Et ça n'arrive pas à fournir les qualifications et les compétences dont on a besoin au niveau minimal. Alors, pour la plupart, les gens qui sont embauchés n'ont pas de formation technique. Ils sont formés sur le tas. Et ça, c'est le cas typique. Alors, on peut dire, ça peut fonctionner très bien pour les gens qui sont orientés, mais ils voient un décalage entre leur système de formation et leur capacité à gagner la bataille dans l'allocation de la valeur, dans la chaîne de valeur. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Mais en même temps, illustration de ce caractère robuste, ils cherchent à mobiliser leurs propres institutions. Et il y a beaucoup de surenchères entre les différents mécanismes institutionnels. Et de un, et de deux, on voit l'émergence de nouveaux intermédiaires dont les agrégateurs de technologies qui ne sont pas alignés avec les constructeurs, mais qui cherchent à prendre ces technologies-là à l'aide des garagistes pour leur donner l'information dont ils ont besoin pour organiser leur défense. Mais il est très clair qu'il y a des jeux de pouvoir. D'accord. Je pense qu'il y a encore 2-3 réactions. Il est presque 10h15, donc on va essayer de terminer sur... Je voulais juste renchérir sur ce que Grégoire disait. Il y a un truc surprenant avec les services auto au Québec, c'est que on a fait quelques entrevues, on constate déjà que 70 à 80% des gens qui travaillent dans les garages n'ont pas de DEP. Un DEP, c'est une formation technique de base. Donc, c'est des gens qui sont entrés dans le garage et qui ont appris sur le tas. Puis, c'est vrai qu'il y a une déconnexion entre la formation puis les qualifications requises. Puis surtout le fait qu'il y ait plusieurs acteurs au Québec. Il y a une lutte de pouvoir entre le comité sectoriel de la main-d'œuvre, mais aussi des CPA, c'est les comités paritaires, qui qualifient les gens pour travailler dans les garages. Donc, qui fait quoi? On ne le sait pas encore. Et on avait des intervenants qui disaient, par exemple, les modules de formation de DEP, pour ceux qui le suivent, sur l'électronique, datent déjà de peut-être 8 à 10 ans. Et la plupart des étudiants vont finalement échouent ces tests-là. Là, on arrive avec l'électronique, puis des systèmes connectés. Donc, il y a tout un enjeu institutionnel qui est très intéressant. OK. On va revenir là-dessus. Dernière intervention de mon patron, comme celui qui me paye à la fin du mois. Je vais vous lui donner la parole. Merci. Tu défends ta prime. Je me demandais s'il n'y avait quand même pas une autre histoire que est-ce qu'on répète le passé ou pas. Parce qu'il me semble que aussi dans un des slides que tu as montré, Mathieu, il y a d'autres acteurs, c'est-à-dire à qui appartient l'industrie automobile. Si ça répète à peu près l'organisation des marchés avec un délai, ce que j'ai compris, finalement, un âge moyen, c'est 10 ans. Ils ont 10 ans pour s'adapter à la nouvelle réalité. Donc, ça laisse pas mal de temps de l'adaptation. Mais si les nouveaux acteurs sont les assureurs ou Google, qui deviennent les propriétaires de l'automobile du futur, je veux dire, ce jeu me paraît beaucoup plus complexe que ce qui est décrit. Ce n'est pas la répétition du même jeu entre l'industrie automobile qui s'est réinventée et les garages. C'est quoi une automobile finalement et quels sont les principaux... quel va être le détenteur finalement? Est-ce que c'est celui qui va faire la batterie, qui va détenir la voiture? Est-ce que c'est celui qui a l'IT ou ça va être les constructeurs? Et je pense que c'est quelque chose assez différent. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je serais assez curieux de savoir qu'est-ce qui se passe avec les constructeurs chinois qui sont pour le moment quand même les éléments d'avenir. Donc on a aussi un disrupteur sur une industrie où l'industrie automobile, 50% de l'industrie électrique est chinoise dans les ventes. Donc on a géopolitiquement aussi un changement d'acteurs. Donc
ça me laisse, je trouve, un jeu un peu plus ouvert que la répétition du passé. D'accord. Je propose 1 minute à chaque intervenant pour clore la session. Moi, j'ai pas besoin. Ceux qui le souhaitent, non? Bernard? Oui, moi, je soulignerais quand même que, effectivement, j'avais perçu ça de manière un peu intuitive. Hein. Il y a eu une espèce de faiblesse de la réparation indépendante sur le continent nord-américain qui renvoie probablement au fait que les systèmes d'information ne sont pas les mêmes. Et ça me fait penser que quand on a eu les épisodes d'ubérisation, quand il s'est agi de laisser des petits monteurs travailler pour des plateformes qui dealaient des pièces, etc., la réaction de la profession a été « ces gens-là, ils ne financent pas la formation ». Hein, par conséquent, l'idée que la taxe parafiscale et une contribution qui va au-delà de la taxe parafiscale soit une condition de survie pour les garagistes, ça fait partie de la défense d'un édifice institutionnel, et c'est exactement ça qui était un peu le sens de mon intervention, quoi. Je pense qu'il y a quand même, quand il y a organisation collective et relais étatique ou para-étatique, des compromis sociotechniques qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on aurait sans ça, quoi. Très bien. Oui. Il y a un autre enjeu aussi de développement durable sur la question aussi de la durée de vie des produits ou des véhicules qu'on fournit. Et c'est là où il y a aussi une réflexion à avoir sur qui sera partie prenante d'eux et jusqu'à quel point pour réutiliser, réparer ou recycler même un concessionnaire qui produira une voiture, qui voudra récupérer l'ensemble de la voiture pour récupérer sa plateforme ou certains modules technologiques. Et le cycle de vie du produit sera peut-être bouleversé par la suite. Je voudrais remercier les intervenants visibles et aussi l'acteur invisible qui a interprété ces débats.